Bonjour David Lisnard. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview Merci. sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de l'Association des maires de France et maire Les Républicains de Cannes. Comme beaucoup de maires et d'autres maires, Monsieur Lisnard, vous avez apporté votre soutien clair et net à Robert Ménard qui a refusé de marier un individu sous OQTF et qui a refusé aussi, Robert Ménard, hier matin de plaider coupable face au procureur. Si Robert Ménard est condamné, que constituerait selon vous une telle décision de justice ? Une énième expression de l'absurdité dans laquelle nous tombons en France. Il faut bien se mettre dans la situation du maire. Vous êtes dans la salle des mariages, vous êtes dans votre commune, en principe, on sait ce qui se comporte bien ou mal. Un maire, c'est un habitant parmi les habitants, c'est pour ça que c'est encore le seul mandat d'ailleurs qui est apprécié et respecté, qui a un très beau mandat, très dur, très exigeant. Et vous avez face à vous quelqu'un à qui vous allez faire acter des actes du Code civil, dont vous savez que depuis des semaines et des mois, il enfreint la loi, il peut être trafiquant parce que la personne qui a l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, c'est parce qu'elle a commis des actes délictuels. Et vous savez que si vous le mariez, vous ancrez sa présence sur le territoire de la commune où il crée des troubles à l'ordre public. Donc, et cette personne, qu'on vous oblige à marier par la loi, elle-même a une obligation de ne pas être dans la salle de mariage, puisqu'elle a une obligation de quitter le territoire français. Donc vous voyez la débilité, la stupidité de cette chose-là. Il y a eu d'autres maires qui ont été confrontés à ça, c'est des cas qui arrivent. Certains ont failli être condamnés, mais l'OQTF, grâce au préfet, a été exécuté juste avant le mariage, c'était le cas dans le Nord. D'autres ont dû faire procéder au mariage dans les communes de l'Est. C'est absurde, c'est ubuesque. Et si on accepte ce genre de situation, on fait monter l'incivisme, la perte de confiance dans la société, ça alimente cette crise de la démocratie dans laquelle on est. On fait monter aussi les extrêmes. Donc, quelqu'un qui est obligé de quitter le territoire français, il doit quitter le territoire français. C'est du bon sens. Et en tout cas, on ne peut plus contraindre un maire. Ce n'est plus possible, donc il faut changer la loi. Alors justement, voilà. Cette affaire intervient alors que les sénateurs, David Lisnard, examineront ce jeudi un texte qui interdirait justement le mariage avec une personne en situation irrégulière. Néanmoins, le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 20 novembre 2003, indiquait, je cite, que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger ne peut faire obstacle par lui-même au mariage de l'intéressé. Est-ce que vous le comprenez ? Ou est-ce que, comme certains, vous dites le Conseil constitutionnel, parfois c'est le gouvernement des juges ? Oui, alors d'abord, je suis attaché à l'état de droit, mais ça n'empêche pas de revoir l'état du droit et de dire aussi qu'il y a des dérives du Conseil constitutionnel. On a des sujets sur beaucoup de jurisprudence. Ensuite, il faut regarder dans le détail quand même. Il y a la loi donc de Stéphane Demilly au Sénat. Il y a aussi la loi d'Alexandra Martin, quand même, secrétaire générale de Nouvelle Énergie. On l'a co-rédigée, cette loi ensemble, cette proposition de loi qu'elle avait déposée députée en 2023. Parce que, sans être trop long, mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait référence notamment aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui disent que chaque individu a droit, au titre de la dignité, il y a des droits naturels, notamment de se marier, etc. Sauf que c'est borné par la loi. Par exemple, aujourd'hui, la loi interdit d'épouser quelqu'un par la contrainte. Et le maire doit s'y opposer. La loi interdit d'épouser quelqu'un, son frère ou sa sœur, la consanguinité, etc. Donc il y a des limites. Eh bien, il faut que dans ces limites, on dise qu'un individu qui n'a pas le droit d'être sur le territoire national n'a pas le droit non plus d'être marié. Et on vous entend, le soutien est clair. Mais objectivement, c'est tellement du bon sens. Et vous savez, ça fait partie de ces nombreuses injonctions contradictoires qu'on reçoit tous les jours en tant que maire. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a 40 maires qui démissionnent par mois en France. C'est un phénomène nouveau. On va parler de cette crise démocratique très profonde. Et là, en plus, non seulement cette injonction contradictoire de l'État, elle est toujours insupportable, mais en plus, elle renvoie à une incapacité de l'État à assumer sa mission régalienne. Il a été inventé pour ça, l'État, faire régner l'ordre. Et le droit à la sécurité pour les citoyens. David Lisnard, le Conseil constitutionnel, justement, il est au centre de l'actualité et de la polémique avec la candidature à sa tête de Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, qui était auditionné ce jour par la Commission des lois et de l'Assemblée et du Sénat. Alors, les députés LR, on le sait désormais, vont voter contre cette nomination. J'imagine que vous êtes sur la même ligne que votre parti. Vous estimez que ce serait une dérive, certains disent une dérive idéologique, si M. Ferrand arrive à la tête. Dès que j'ai appris la nomination, la volonté de nommer Richard Ferrand président du Conseil constitutionnel par le président de la République, tout de suite, je crois avoir été le premier à avoir posé la question, mais pourquoi le président de la République, alors il prend parfois des décisions étranges, comme celle de la dissolution, mais pourquoi nomme-t-il Richard Ferrand, à qui je ne veux aucun mal, je ne le connais pas personnellement, c'est pas mon sujet, mais Richard Ferrand ne peut être nommé
aujourd'hui président du Conseil constitutionnel que grâce à la prescription sur une affaire judiciaire qui le concernait. Il n'est pas connu pour ses compétences juridiques. On parle de la plus haute cour de justice. Est-ce qu'il vaut mieux, au sommet du Conseil constitutionnel, un juriste connu pour ses mérites de juriste et pour son indépendance et son objectivité, ou un courtisan ? Voilà. Donc, je ne comprends pas que dans la crise dans laquelle nous sommes... Vous ne comprenez pas, vous avez la réponse à votre question. Non, pourquoi Emmanuel Macron veut un proche à la tête écoutez, j'interprète comme vous, je lis dans vos pensées. Je préfère que vous le disiez parce clairement. Que Richard Ferrand a aussi perdu les élections, ajoutons ce paramètre. Donc, c'est la récompense aux proches. Alors, ça a toujours existé, malheureusement, dans les nominations constitutionnelles. Il y a de cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Et objectivement, quand on voit les défis qui nous attendent, il va falloir couper le robinet de l'immigration, non pas la supprimer, mais la maîtriser, ce qui va nécessiter des changements constitutionnels. Donc, si on a... et puis, vous dites ça, je précise, parce que le Conseil constitutionnel avait en partie censuré la loi immigration. Écoutez, on a un problème avec les hautes cours de justice qui reprennent toujours les interprétations les plus contraires à la volonté populaire. Et puis, ça pose la question aussi peut-être de la neutralité, de l'indépendance. Moi, je suis pour l'indépendance de la justice, mais la contrepartie, c'est évidemment l'objectivité. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le syndicat de la magistrature, qui a des statuts qui ne sont pas objectifs, ne devrait pas pouvoir exister. Il faut du syndicalisme dans la magistrature, mais pas des partis politiques. Mais bien sûr, évidemment. C'est ça une démocratie. Et pardonnez-moi, mais quand vous regardez le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, à chaque fois on a des anciens socialistes à la tête, ça pose un problème d'objectivité, d'équilibre, de neutralité. Ça pose un problème grave à mon sens. Une tribune dans Le Figaro appelle Emmanuel Macron à agir pour la libération de l'écrivain Boualem Sansal, malade, atteint d'un cancer. Dans cette tribune, les signataires qui font partie du comité de soutien de l'écrivain... Je fais partie, ce comité de soutien. Évidemment, vous êtes d'ailleurs... Depuis l'origine. Actif dans ce comité. Alors, ces signataires, ils énumèrent, David Lisnard, certainement comme vous, les leviers que pourrait utiliser le président français pour faire pression sur le régime algérien. L'abrogation des fameux accords dérogatoires de 68, les visas notamment diplomatiques pour la nomenclature du régime algérien. Pourquoi, et est-ce que selon vous vraiment, l'État français ne fait rien pour l'un de ses ressortissants ? Il faut toujours être objectif. Je ne sais pas s'il ne fait rien, parce que la diplomatie, elle peut être secrète, et parfois elle doit être secrète. Elle est très secrète alors. Alors en l'occurrence, j'allais vous le dire, elle est tellement secrète que c'est un silence étourdissant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs et les téléspectateurs que c'est pas du tout une ingérence dans les affaires algériennes. L'Algérie est un pays indépendant qui doit être respecté comme tel, mais qui doit aussi respecter la France, ce qui n'est pas le cas depuis trop longtemps. Premier élément. Deuxième élément, Boualem Sansal a obtenu la nationalité française. Donc c'est un compatriote français qui est détenu de façon arbitraire, totalement arbitraire, et de façon, là aussi, on parlait d'absurdité tout à l'heure. Bon. Donc, le devoir d'une nation, d'un État, c'est de défendre ses ressortissants. Ça fait partie des impératifs. Aujourd'hui, il faut dire deux choses. Un, il faut effectivement, dans la diplomatie, il faut toujours un rapport de force, et il faut toujours une porte de sortie digne. Je ne vois pas le régime algérien dire, écoutez, je vois votre pression, je subis votre pression, et je le libère. Mais pourquoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut d'abord voir avec des pays, puisque Emmanuel Macron réunit les dirigeants européens, plutôt que faire du blabla inutile, peut-être voir avec l'Italie, qui a des relations très proches avec l'Algérie. Est-ce qu'elle peut agir ? Ensuite, il faut dire à l'Algérie, vous nous dites que c'est une question juridique de droit. Tout le monde sait que c'est une pantalonnade, mais déjà commencer par autoriser les avocats de Boualem Sansal, les avocats français, à avoir un visa. Démontrez-nous que vous êtes capable de faire respecter le droit. Et moi, je le dis au régime algérien, démontrez que vous êtes capable de faire respecter le droit. Encore récemment, nous avons appris que Alger avait refusé d'admettre sur son sol un de ses ressortissants que la France souhaite expulser, et qui avait en plus une carte d'identité valide, un homme de 30 ans déjà condamné. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça constitue pour vous, une énième indépendamment du dossier de Boualem Sansal qui doit nous préoccuper, je suis ravi que vous en parliez, heureusement que vous en parlez, parce que trop peu en parlent, il est évident qu'avec l'Algérie, nous devons, pays avec qui on aura de toute façon un destin lié, pour des raisons géographiques, historiques, économiques, démographiques. Eh bien, on doit créer un rapport de force. Évidemment. Et on a les outils pour. La France n'est pas démunie. Regardez, pourquoi l'Algérie a autant de consulats en France ? On n'a qu'à dire, on fait fermer 1/3 ou 2/3 des consulats. Lorsqu'ils refusent d'accueillir leurs délinquants de leur nationalité, nous les imposent sur le territoire, mais parallèlement, on soigne des dirigeants algériens. C'est absurde. Mais alors, comment expliquez-vous, David Lisnard, qu'on réagisse au quart de tour, par exemple, quand le vice-président américain J.D. Vance parle de nous, en l'occurrence de l'Europe,
et qu'on se tait, ou en tous les cas qu'on n'entend pas notre voix et la voix de la diplomatie, notamment à travers le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a montré les muscles par rapport au discours de Munich de J.D. Vance. Et il est vrai que sur l'Algérie, on attend de voir. Parce qu'on est sur des postures, parce que je pense qu'il y a des calculs politiciens, parce que je pense que si c'est une façon d'estimer que si on est trop dur avec l'Algérie, on va se mettre à dos une opinion publique d'origine maghrébine. Alors que moi, le nombre de personnes que je vois dans ma commune d'origine maghrébine veulent que la France se fasse respecter. Mettre à dos, c'est-à-dire que vous craignez une grande tension communautaire. Je me dis qu'il raisonne de façon politicienne et que c'est une fuite en avant qui ne fait qu'affaiblir le pays, et que c'est pour ça qu'il faut changer de dirigeant, c'est pour ça qu'il faut une alternative profonde en France. On est au bout du bout d'une caste politique, oui, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qui va se passer ? Je crains qu'il y ait beaucoup de violence, oui. Je pense que c'est simple, hein, c'est soit le chaos, soit le sursaut. Et qu'on risque d'avoir beaucoup de violence parce qu'on a tout en France pour redevenir un pays puissant. Pardonnez, vous le dites, vous avez écrit qu'à l'heure où les États-Unis développent une puce informatique quantique et préparent les esprits à la conquête de Mars, nous faisons un conclave sur la retraite à 62 ans. De quoi c'est symptomatique ? C'est symptomatique d'une nation dont l'élite n'est plus au niveau. Et il faut des élites, mais il faut changer d'élite aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Vous savez, hier, il y a eu une très bonne nouvelle. Les ingénieurs français sur le site des Bouches-du-Rhône ont réussi à franchir une étape déterminante dans la fusion nucléaire. C'est aussi important que la quantique. Mais nous avons les talents qu'il faut. Donc, si demain, on fait la retraite par capitalisation obligatoire, qui va permettre... Vous défendez depuis toujours. Depuis toujours. Alors maintenant, tout le monde en parle, mais il suffit de le faire. C'est-à-dire qu'on sauve le système de retraite, qu'on permet aux travailleurs les plus pauvres d'avoir un capital à eux. On peut injecter de l'argent dans le nucléaire, etc. Si on arrête les délires des maximalistes écologiques, pardon pour le pléonasme, qui veulent foutre des éoliennes partout alors qu'il faut une énergie décarbonée puissante qu'est le nucléaire aujourd'hui. C'est simple, moi j'ai un projet, c'est de redonner de l'autorité de l'État et de l'action de l'État sur la justice, la sécurité, l'instruction, la science. J'étais hier dans un déplacement sur la santé, j'ai vu des scientifiques à l'Institut Marie Curie, magnifiques, au Génoton. Donc maintenant il faut que l'État investisse sur l'instruction, la recherche, la science, la police, la sécurité, l'armée. Avec quel argent, vous nous direz ? Mais qu'il arrête de s'occuper de tout le reste. C'est en ça qu'une proposition, un acte fondé sur la liberté de création, et c'est pour ça que je propose un projet dont la liberté est au cœur, que l'État arrête de nous dire combien on doit manger de fruits et de légumes, qu'il arrête de subventionner la réparation des chaussures, enfin vous vous rendez compte, le délire dans le pays qui a le record de la dépense publique, qu'on enlève des bureaucrates et qu'on remette des soignants. Si vous voulez plus de soignants et payer moins d'impôts à terme, il faut enlever les bureaucrates. David Lisnard, je pense que nos auditeurs et téléspectateurs vous reconnaissent la cohérence, puisque vous portez, on vous connaît depuis longtemps, ces sujets depuis de nombreuses années. La question, c'est, pour les incarner, il faut quand même, dans un parti bonapartiste tel que le vôtre, un homme ou une femme. Il y a une guerre des chefs qui se profile entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Je vous pose une question directe ce matin. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence des LR ? Alors, je ne vais pas vous répondre à cette question maintenant. Voilà, je sais que c'est une grande... maintenant, donc plus tard, vous pourriez y répondre et dire oui. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi. Et vous dire pourquoi je réponds ainsi. C'est peut-être... c'est qu'aujourd'hui, la présidence de LR n'est pas déterminante dans la suite. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une candidate ou un candidat qui porte un vrai projet d'ordre, de liberté et de dignité individuelle à droite. Et que quand vous voyez l'offre politique qui se réclame de droite, puisque le RN, Marine Le Pen, encore dit, elle ne se réclame pas de la droite. Et Bruno Retailleau aujourd'hui, il incarne l'ordre pour beaucoup de Français. Je serais président de LR aujourd'hui, je vous dirais exactement la même chose. Ça ne suffit pas. LR a fait 4,70% à l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que l'on fait de cette élection à la présidence de LR ? Monsieur Lisnard, vous nous dites, vous ne me laissez pas terminer mon raisonnement. Je vous en prie. Mais vous réfléchissez, vous allez nous dire les conditions pour lesquelles vous réfléchissez, mais vous nous dites qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas candidat. Parce qu'hier encore, on apprenait que vous réfléchissiez à une candidature. Oui, je vous confirme cela. Donc, vous voyez, je suis cohérent depuis hier, c'est déjà pas mal. Et c'est un peu plus ancien que ça. Mais soit cette élection à la tête de LR, c'est une guerre de deux personnalités très respectables et toutes les deux, soit on essaie d'en faire un moment pour renforcer LR dans un spectre de la droite qui doit être renforcé. Moi, ce qui m'importe, pardonnez-moi, mais c'est de porter un projet qui va permettre de porter une espérance de prospérité par la liberté, donc un discours sur la fiscalité, sur la dépense publique. J'ai un plan de réduction de 200 milliards d'euros de la dépense publique pour relancer la production et sauver le service public. Aujourd'hui, entre M. Laurent Wauquiez et M. Bruno Retailleau. Je soutiens mon projet qui est fondé sur la liberté, mais c'est fondamental. Il y a deux candidats pour la présidence LR, vous les connaissez très bien les deux. J'attends des engagements
sur le contenu du projet. Vous les connaissez quand même. J'attends des engagements aussi sur une primaire ouverte. C'est-à-dire que sur la tactique pour arriver au pouvoir. Parce que tout le monde est contre la primaire. Alors comme il y a eu des sondages en disant que les Français étaient contre, alors tout le monde est contre. Sauf que, vous demain, vous êtes président de LR. Donc vous relancez la machine à perdre? Non, je lance la machine à gagner. Ah bon, Mais la primaire? Oui, bien sûr. Alors, comment? Si vous me laissez là aussi finir malheureusement, la primaire, c'est toujours pareil. Regardez, François Fillon fait plus de 20%, c'est-à-dire qu'il fait plus que Jacques Chirac sur ses 4 premiers tours de présidentielle, malgré le déferlement qu'il a reçu. Donc François Hollande, à l'époque, a gagné avec la primaire. Donc c'est pas la primaire qui fait perdre. Ce qui fait perdre, c'est le manque de cohérence d'un projet, c'est la désunion, mais pour parler de façon extrêmement claire, si demain, vous n'avez pas un processus de sélection qui va d'Édouard Philippe jusqu'à Reconquête, il faut qu'on soit une force d'attraction. Il faut que les gens qui sont tentés d'aller vers l'extrême droite ou vers le centre reviennent à droite. J'entends pour la primaire. Je repose ma question. Donc c'est incontournable. Quand vous n'avez pas un leader naturel, il n'y a pas de leader naturel. Mais avant... vous prenez le pire des systèmes après tous les autres, c'est la sélection. Bien. Donc faisons de cette élection à la tête de LR à un moment qui va renforcer la droite et pas qui va l'affaiblir dans une guerre des chefs. Évitons la guerre des chefs. M. Retailleau et M. Vauquier, pour qui vous penchez? Mais vous comprenez que si je vous dis maintenant ça, j'affaiblis ma capacité à faire entendre une aspiration à un projet libéral. A soutenu il y a quelques jours M. Retailleau, il a affaibli personne. Je vous dirai si je soutiens quelqu'un ou si j'y vais. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que ce soit une étape vers la victoire d'un projet dont on a besoin pour la France. Ce qui compte, c'est de faire gagner le pays. C'est pas de faire de cette élection un outil pour faire gagner le pays et pas autre chose. Merci David à vous. Lisnard, pas candidat aujourd'hui, mais peut-être demain. Oui, il faut toujours être potentiellement candidat. Et ce qui m'intéresse, c'est la présidentielle et législative. Bonne journée. Comment on est efficace. Et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.